Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les travaux que j'ai réalisés en stage chez Forbis Mazars dans le cadre de mon mémoire d'actuariat. Donc le mémoire porte sur le risque climatique physique et s'intéresse particulièrement à la modélisation et la projection du risque sécheresse à horizon futur en vue d'une étude de soutenabilité. Donc pour commencer, je vais tout d'abord définir le contexte et les motivations qui m'ont permis d'aboutir à la problématique de l'étude. Donc l'étude s'est tournée vers le risque sécheresse car c'est le risque climatique physique qui affiche la plus importante croissance depuis 2016, tant en termes de fréquence que de sévérité. En effet, la sinistralité sécheresse est accélérée ces dernières années, avec une charge annuelle moyenne qui a dépassé le milliard d'euros depuis 2016 et des événements de plus en plus intenses, comme en témoigne une année 2022 record en termes de coûts engendrés. Et cette hausse de la sinistralité s'explique en grande partie par une dégradation des conditions climatiques sur tout le territoire métropolitain. En effet, de nombreuses études effectuées en France et en Europe confirment l'influence du changement climatique sur la manifestation des épisodes de sécheresse et prévoient donc une aggravation des conditions de sécheresse tout au long du XXIe siècle. Et donc, face à cette multiplication annoncée des événements de sécheresse, des études ont été menées par les acteurs de l'assurance dans le but de quantifier cette sinistralité croissante. Et selon les hypothèses retenues, les dommages relatifs à la sécheresse pourraient évoluer entre 44 et 162%. Dans une dernière étude, la CCR qualifie même le péril sécheresse du péril le plus préoccupant à horizon futur. Donc, toute cette progression des risques climatiques prévus dans les années à venir, notamment celui du phénomène de sécheresse, interroge naturellement sur la pérennité du système assurantiel actuel, car cette croissance des sinistres climatiques va amener indéniablement les assureurs à réajuster les primes d'assurance pour garantir une certaine rentabilité. Et lors de son premier exercice pilote, la CPR pointait déjà un problème de viabilité des primes à moyen terme qui pourrait augmenter entre 130 à 200% pour couvrir justement l'accroissement des sinistres climatiques. Et cette augmentation rendrait les primes inabordables pour un certain nombre de ménages. Et c'est pour cela que dans son deuxième exercice pilote, la CPR a cherché à intégrer une notion de soutenabilité de la prime du côté des assurés. Et donc, pour continuer dans ce sens et approfondir la problématique d'accessibilité de la prime, le mémoire va proposer d'étudier la question de sa soutenabilité à horizon 2050 à travers le péril sécheresse. Donc, pour répondre à la problématique énoncée précédemment, il y aura une première étape de modélisation du risque sécheresse qui va être effectuée avec des techniques de machine learning. Ensuite, les données relatives au risque sécheresse vont être projetées pour aboutir à une estimation de la charge sinistre à horizon 2050. Et enfin, la dernière partie de l'étude va consister à calculer la prime MRH future et à analyser sa soutenabilité selon plusieurs scénarios de tarification. Donc, l'objectif de cette première partie consiste à développer un modèle reflétant au mieux la réalité des sinistres sécheresse et qui va donc servir de base pour la suite de l'étude. Donc, l'entraînement du modèle va nécessiter le croisement de données d'exposition, de données de sinistres et de données climatiques. Et avant de rentrer en détail dans les détails de modélisation, il est important de s'intéresser aux éléments intervenant dans le phénomène de sécheresse et de comprendre comment ce dernier va se manifester. Donc, dans le cadre du mémoire, c'est le phénomène de retrait-gonflement des argiles qui a été étudié, ou aussi appelé sécheresse géotechnique. Et l'apparition du phénomène de retrait-gonflement des argiles est liée à la combinaison de plusieurs facteurs que l'on peut distinguer en deux catégories. Donc, d'une part, les facteurs déclenchants et d'autre part, les facteurs de prédisposition. Et le principal facteur de prédisposition est la nature du sol. Donc, en effet, les sols argileux, de par leur structure malléable, vont se rétracter pendant les périodes sèches et se gonfler pendant les périodes humides. Et c'est justement cette succession de périodes sèches et humides qui va favoriser l'apparition du phénomène de retrait-gonflement des argiles, et donc avoir une déformation du sol et impacter la structure des bâtiments, et par conséquent engendrer des coûts importants pour les assureurs. Et donc, pour modéliser le risque, une première étape consiste à disposer des données sur la susceptibilité d'un territoire à déclencher un phénomène de RGA. Donc, pour cela, des données d'exposition ont été récupérées. Donc, d'une part, des données géologiques disponibles en open data et qui vont concerner la nature du sol et donner des informations sur la superficie et la proportion de logements se situant sur des zones argileuses. Et d'autre part, des données relatives au type de logement assurées, car on sait que le phénomène de sécheresse touche principalement les maisons qui disposent de fondations moins profondes. Une fois les données d'exposition récoltées, la deuxième étape consiste à construire des indices de sécheresse capables de faire le lien entre la variation des conditions climatiques et la manifestation d'un phénomène RGA. Et le premier indice construit va être l'indice SPEI, qui lui va dépendre uniquement des données de température, d'ensoleillement et de précipitation.
Donc, cet indice, c'est un indice météorologique qui va permettre de mettre en évidence des valeurs de précipitation nettes qui s'éloignent de la moyenne historique. Donc, une valeur négative qui va s'éloigner de zéro va être synonyme d'une condition de sécheresse extrême pour une zone donnée. Et donc, l'indice est décliné selon plusieurs saisons, et c'est l'indice SPI estival qui va présenter la plus grande corrélation avec la charge sinistre initiale. Donc, le deuxième indice construit est l'indice de magnitude SWI. Donc, cet indice est conçu spécialement pour l'étude, et c'est un indice hydrologique qui va prendre en compte uniquement l'indice d'humidité des sols de Météo France. Et la particularité de l'indice d'humidité des sols de Météo France, c'est qu'il va présenter une allure sinusoïdale avec des valeurs caractérisées plus faibles durant la période estivale. Et pour obtenir la valeur de l'indice, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajuster une courbe sur ces données mensuelles, on va fixer un seuil gamma et on va calculer l'intégrale sous cette valeur seuil. Et l'indice de magnitude SWI va correspondre alors à la valeur de cette intégrale et peut être vu comme une mesure d'intensité de sécheresse où une valeur positive élevée caractérisera un épisode de sécheresse extrême. Donc, par la suite, les données d'exposition et les indices de sécheresse sont croisés avec une base de sinistres sécheresse d'un portefeuille entre 2000 et 2020. Donc, c'est un portefeuille MRH. Et donc, ce dernier, ça va être un portefeuille réel, représentatif du marché français et qui va recouvrir l'ensemble du territoire métropolitain. Donc, la base de données finale va comprendre donc des informations sur la charge sinistre, sur l'exposition et sur les conditions climatiques avec une maille départementale et un pas de temps annuel. Et du coup, ça va être cette base qui va permettre d'entraîner un modèle sécheresse dans la suite de l'étude. Donc maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail sur les objectifs de modèle et sur les méthodes employées pour la modélisation. Donc, comme je l'ai dit, l'objectif de modèle, ça va être de prédire la charge sinistre annuelle par département à l'aide des indices de sécheresse et des données d'exposition qu'on a exposées précédemment. Donc, pour ce faire, on va utiliser une méthode d'apprentissage supervisé. Et le principe général de cette méthode consiste à entraîner un modèle sur un jeu de données historique, de sorte à construire une fonction de prédiction f qui minimise le risque empirique, autrement dit l'erreur du modèle. Et la forme de la fonction de prédiction retenue est celle de l'algorithme CatBoost. Donc l'algorithme CatBoost, c'est un algorithme de gradient boosting dont l'architecture repose essentiellement sur les arbres de décision et le principe de descente de gradient. Donc une fois qu'on a choisi cet algorithme, la suite est d'apprécier la performance du modèle construit à travers différentes méthodes de validation en accord avec la modélisation d'un risque climatique. Donc tout d'abord, des métriques usuelles comme le R carré ou la MEE ont été utilisées pour juger la pertinence statistique du modèle. Et pour répondre aux objectifs de l'étude et évaluer la capacité du modèle à détecter les pics de sinistralité, une métrique a été conçue spécialement pour le mémoire, mesurant uniquement les erreurs commises sur les événements extrêmes de sécheresse. Par la suite, ces métriques ont été calculées selon deux approches de validation croisée. Donc, d'une part, la validation croisée temporelle, assez classique, qui consiste à entraîner sur les années passées pour prédire sur les années futures, et une autre méthode de validation, donc la validation croisée spatiale, qui s'effectue en retirant de la base d'entraînement les départements limitrophes au département test. Donc ces deux procédures visent à limiter l'apparition d'un biais entre les données d'entraînement et de test et garantir que le modèle est capable de généraliser d'une année à l'autre et d'un département à l'autre. Donc, concernant maintenant l'optimisation du modèle, donc une des principales difficultés rencontrées résidait dans le caractère déséquilibré de la variable, qui est assez propre au sinistre climatique, où 70% des observations ne présentaient aucune charge sinistre. Et ce déséquilibre va avoir une incidence directe sur le processus d'apprentissage, car il va conduire le modèle à sous-estimer la charge sinistre et à mal identifier les pics de sinistralité extrême. Donc pour pallier à ce problème, on a rajouté un poids sur les observations de sorte à pénaliser davantage les erreurs commises sur les sinistres importants et ainsi forcer le modèle à se corriger sur ces données. On parle alors de pénalisation de la fonction de perte. Donc toute cette phase d'optimisation a permis d'obtenir de meilleurs résultats par rapport à un premier modèle de référence. Donc tout d'abord, l'analyse temporelle révèle que le modèle optimisé reproduit avec une meilleure précision les tendances de sinistralité, notamment à partir de 2016, et il va se démarquer du modèle de référence par sa capacité à identifier les pics de sinistralité, comme en 2003, en 2017 ou en 2018. Et cette amélioration des performances elle est également perceptible à travers l'ensemble des métriques qui se sont globalement améliorées, et l'optimisation qui a été principalement axée sur l'amélioration de la détection des événements majeurs a abouti à une réduction de l'erreur dans les zones à forte sinistralité, comme en témoignent les résultats sur la métrique de MAPEX. Et en contrepartie, cette optimisation, elle a également entraîné une surestimation de la charge sécheresse dans certains départements, mais dans une logique prudentielle, en fait, les résultats du modèle optimisé vont être préférables à ceux du modèle de référence et vont donc être conservés pour la suite de l'étude.
Donc, une fois le modèle entraîné et présentant des résultats satisfaisants, la suite de l'étude consiste en la projection des éléments intervenant dans la prédiction du risque. Donc, cette projection, elle concerne à la fois les données climatiques et les données d'exposition. Donc, tout d'abord, la première étape concerne la projection des variables climatiques. Et pour confronter le risque sécheresse au changement climatique futur, il est nécessaire de recourir à des scénarios de gaz à effet de serre futurs, étant donné que le dérèglement climatique actuel est essentiellement de nature anthropique et résulte de ces émissions. Et les scénarios RCP du GIEC sont bâtis dans ce sens et proposent différentes trajectoires de forçage radiatif allant de la plus optimiste pour la RCP 2.6 à la plus pessimiste pour la RCP 8.5. Dans le cadre de notre étude, c'est la trajectoire 4.5 qui a été retenue, d'une part car elle permet d'être cohérent avec les nouvelles hypothèses de l'exercice pilote de la CPR, et d'autre part qu'elle ne présente pas de différence majeure avec la RCP 8.5 pour l'horizon considéré. Donc ensuite, pour projeter les indices de sécheresse, on va récupérer sur la plateforme DRIAS les projections des variables climatiques brutes selon la trajectoire 4.5. Donc on va avoir les données de température, les données de précipitation et l'indice SWI qui vont permettre de reconstruire les indices de sécheresse à climat futur. Et ce qu'on remarque, c'est que l'analyse des indices projetés va montrer une aggravation des conditions de sécheresse à horizon 2050. Et cette aggravation, elle est perceptible à travers les deux indices de sécheresse, avec pour l'indice SPE estival, une moyenne annuelle qui va baisser significativement jusqu'à l'horizon de projection, et de 50, confirmant ainsi l'aggravation à venir des conditions de sécheresse. Et en parallèle des projections climatiques, il est nécessaire de faire évoluer l'exposition du portefeuille à horizon 2050. Et cette projection, elle va recouvrir plusieurs aspects. D'une part, la projection démographique pour faire évoluer le nombre de risques assurés et sa répartition à horizon 2050. Et pour l'étude, on a sélectionné un scénario démographique de l'INSEE où on va avoir des taux d'immigration, de fécondité et de mortalité qui vont être appliqués à l'échelle départementale. Le deuxième aspect va être l'estimation de l'augmentation des valeurs assurées. Et cette dernière va s'effectuer à travers deux composantes d'inflation, donc l'indice du coût de la construction, ainsi qu'un indice d'enrichissement qui va être calculé spécifiquement pour chaque département et basé sur les valeurs assurées historiques. Donc ainsi, une fois qu'on a les indices de sécheresse projetés et les enjeux assurés, on va pouvoir avoir une première estimation de la sinistralité à horizon 2050 via le modèle sécheresse. Donc une première analyse est effectuée à exposition constante et va permettre de mettre uniquement l'effet du changement climatique sur la sinistralité future. Et les conséquences du changement climatique à l'horizon 2050 sous le scénario RCP 4.5 révèlent une augmentation de 61% de la perte moyenne annuelle par rapport à la période de référence. On voit également que les plus fortes évolutions se concentrent le long du croissant argileux et s'étendent également au niveau du bassin parisien, du nord des Hauts-de-France et dans le centre. En revanche, la majeure partie de la sinistralité future va se concentrer en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine, avec seulement 6 départements qui regroupent à eux seuls 60% de la charge sinistre. Lorsqu'on regarde maintenant les périodes de retour, on voit que les événements extrêmes de type 2003, 2018 ou 2021 vont se produire 2 fois plus souvent à horizon 2050 sous ce scénario 4.5. Justement, cette augmentation de la fréquence peut notamment poser des questions concernant l'assurabilité de ces territoires qui connaissent des événements fréquents de sécheresse, comme en Nouvelle-Aquitaine ou en Occitanie, par exemple. Donc, pour poursuivre l'analyse, on va appliquer maintenant les hypothèses démographiques de l'INSEE et celles concernant l'augmentation des valeurs assurées. Et en prenant en compte l'ensemble de ces hypothèses, on voit que l'augmentation de la charge initiale est de 160%, et cette charge finale peut être décomposée afin d'identifier les différents facteurs inflationnistes et voir leur influence sur la charge finale. Et cette décomposition montre que le principal facteur inflationniste à horizon 2050 est l'augmentation des valeurs assurées, avec une hausse de près de 90% de la charge initiale. L'effet du changement climatique lui arrive en deuxième position, avec une augmentation de 61% de la charge initiale, comme on a vu dans la slide précédente. Et enfin, l'effet démographique, lui, a un effet relativement modéré, puisqu'il a une hausse de seulement 10% de la charge moyenne de référence. Donc, comme on vient de voir, l'augmentation de la sinistralité pourrait amener les assureurs à réajuster leur prime d'assurance s'ils souhaitent couvrir l'évolution du risque. Dans le cadre du risque sécheresse qui affecte le bâti, ça va être la prime émarrage qui va être concernée. Donc l'objectif de cette dernière partie consiste à projeter les primes proposées par l'assureur en accord avec l'augmentation de la sinistralité et à questionner dans un second temps la capacité des assurés à supporter l'accroissement des primes MRH selon plusieurs scénarios de tarification.
Donc, une première étude est faite en comparant le niveau de risque sécheresse et le niveau de richesse de chaque département. Donc, pour cela, on a récupéré des données de l'INSEE relatives aux revenus médians par département pour les projeter à 2050. Donc, par la suite, les départements ont été regroupés par niveau de quartile de la distribution des revenus et par niveau de risque. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que quand on croise ces données, on remarque qu'un certain nombre de départements avec une sinistralité très élevée sont associés à des niveaux de revenus très bas, enfin en tout cas plus bas. Et en plus, lorsqu'on fait un test d'indépendance du Qui2, on voit qu'il y a une probable dépendance statistique entre le niveau de richesse et le niveau de risque. Donc ce constat suscite légitimement des interrogations quant à l'accessibilité de la prime MRH pour ces populations, particulièrement si la tarification suit de près l'accroissement du risque. Donc cela amène à introduire une mesure de soutenabilité qui va dépendre du niveau de richesse des départements et qui permettra de quantifier la capacité des assurés à assumer la prime MRH. Donc c'est pour cela qu'on définit le ratio de soutenabilité qui correspond au rapport de la prime MRH du département sur le revenu médian du département. Et ce ratio de soutenabilité va être utilisé dans la suite de l'étude pour appréhender le risque d'insoutenabilité. Donc, en effet, pour identifier un département, on va s'intéresser à la déviation de ce ratio par rapport à la période de référence. On va donc regarder comment évolue ce ratio entre 2020 et 2050. Et une déviation positive de ce ratio indique que la prime du département augmente plus vite que les salaires à horizon 2050. Et justement, pour faire évoluer la prime à horizon futur, on va utiliser plusieurs scénarios de tarification qui vont être basés sur une méthode de crédibilité. Donc, juste concernant la projection des sinistres pris en charge par le produit MRH. Donc, on va faire l'hypothèse que la charge sinistre hors sécheresse va évoluer avec l'indice du coût de la construction, tandis que la charge sinistre sécheresse va être estimée à l'aide du modèle sécheresse qu'on vient de construire. Et pour aboutir à une estimation de la prime à horizon 2050, on va utiliser, comme je l'ai dit, un modèle de crédibilité hiérarchique, mais cette fois-ci, ça va être un modèle de crédibilité hiérarchique à deux niveaux. Dans le cadre de l'étude, on va segmenter le portefeuille par région, puis par département. Et le principe de tarification de ce modèle est que le calcul de la prime départementale va être obtenu à partir d'une pondération de l'expérience du portefeuille, de l'expérience de la région et de l'expérience du département. Et cette méthode de calcul vise à obtenir une prime équitable d'un point de vue actuariel. Et c'est à partir de ce modèle hiérarchique qu'un premier scénario de tarification est étudié. Donc ce premier scénario, ça va être un scénario de tarification orienté risque, dans le sens où les pondérations sont obtenues à partir des projections de sinistres futurs et donc de la sinistralité du portefeuille. Donc là, dans ce cas-là, la prime payée par un département va correspondre au vrai prix du risque sécheresse auquel il est exposé. Et donc l'application de cette méthode de tarification va conduire à une augmentation globale de 82% de la prime moyenne MRH à horizon 2050, et même dans certains départements, la croissance va dépasser 130%. Et bien évidemment, cette augmentation des primes s'accompagne d'une augmentation du ratio de soutenabilité moyen qui va presque doubler à horizon 2050, synonyme d'une importante déviation dans de nombreux départements. Donc, on voit bien que cette méthode de tarification révèle donc l'hétérogénéité du risque sur le territoire et met en évidence la fragilité de certains territoires, notamment lorsque la tarification va suivre de près le risque. Donc maintenant, un deuxième scénario de tarification est implémenté, également basé sur les méthodes de crédibilité, et c'est également un modèle hiérarchique, mais cette fois-ci, la prime va être paramétrée selon différents niveaux de solidarité, à la fois régional et national, caractérisés par les facteurs alpha et bêta. Donc, cette fois-ci, les facteurs de pondération ne dépendent plus du risque, mais du niveau de solidarité. C'est donc une tarification basée sur la solidarité. Et ce qu'on voit, c'est qu'intuitivement, la variance des primes et du ratio de soutenabilité est une fonction croissante de alpha et bêta, ce qui signifie qu'en absence de solidarité, les primes présentent une forte disparité. Mais plutôt que de regarder la variance des primes, dans une logique de soutenabilité, il peut être judicieux de s'intéresser aux variations des quantiles extrêmes de la distribution des primes, car on ne souhaite pas qu'un département paye une prime trop élevée. Et donc, dans ce sens, il est intéressant de regarder l'évolution du quantile à 95% de la distribution des primes en fonction du niveau de solidarité. Et on voit avec le graphique que le quantile n'est pas monotone en bêta et qu'en présence d'hétérogénéité dans le portefeuille, il existe un niveau de partage optimal qui permet de se rapprocher d'une prime équitable tout en minimisant le quantile. En fait, le niveau de solidarité bêta optimal va faire baisser la prime des départements qui payent injustement trop cher sans faire exploser celle de ceux fortement exposés. Et un deuxième constat est qu'en l'absence totale de solidarité, donc le cas pathologique où bêta égale 1, on a également une explosion des primes dans de nombreux départements et donc un risque d'insoutenabilité.
Donc, ceci révèle une nouvelle fois la fragilité de certains départements, dont la soutenabilité de la prime dépend finalement de la prise en charge solidaire du risque. Donc, pour continuer cette étude de soutenabilité, on va maintenant chercher à quantifier l'impact de la solidarité sur la prime RH en fonction des différents niveaux de revenus. Donc, pour cela, pour chaque catégorie de revenus, on va comparer la prime payée en présence de solidarité et la prime payée reflétant le vrai niveau de risque. On trace alors le gain moyen par catégorie et le gain maximal. Et un premier constat est qu'en présence de solidarité, les départements les plus riches vont contribuer en moyenne à payer le coût du risque sécheresse. Et lorsqu'on s'intéresse au graphique sur le gain maximal, on voit qu'il est de 100 euros pour les départements du premier quartile, ce qui montre en fait l'apport de la solidarité sur des départements qui affichent un faible niveau de revenu et un fort niveau de risque. Donc, je vais terminer la présentation en rappelant les principaux résultats du mémoire. Donc, tout d'abord, l'étude menée a permis de quantifier l'évolution de la charge sinistre sécheresse à horizon 2050, qui augmenterait de 61% sous le scénario 4.5 et qui confirme la tendance haussière annoncée par d'autres études par des acteurs de l'assurance. Ensuite, les projections du modèle construit prévoient également une multiplication des événements extrêmes de sécheresse avec une fréquence d'apparition 2 fois plus élevée par rapport à la période de référence. On a également montré que si les assureurs souhaitent conserver une certaine rentabilité et faire payer le coût de cette croissance, la prime MRH moyenne du portefeuille va augmenter de 82% avec des évolutions des primes supérieures à 130%, même dans certains départements les plus affectés. Et parallèlement à ça, l'introduction d'une métrique de soutenabilité a permis d'identifier des départements dont la prime relative au risque sécheresse progresse plus vite que les revenus à horizon 2050. Et enfin, en optant pour une tarification basée sur la solidarité, on a pu remarquer que face à l'hétérogénéité du risque, la soutenabilité des territoires les plus exposés repose justement sur une prise en charge solidaire du risque et qu'elle profite davantage aux départements caractérisés par de bas niveaux de revenus. Donc enfin, il est important de rappeler que le mémoire présente quelques limites. Donc tout d'abord, l'utilisation d'une maille plus fine à l'échelle communale aurait pu améliorer la précision des résultats et notamment permis d'être cohérent avec le dispositif CatNat. Par ailleurs, les projections de sinistralité ont été effectuées à réglementation constante et n'intègrent pas de plan de prévention ni de modification des critères d'éligibilité CatNat. Et enfin, l'étude de soutenabilité a été effectuée uniquement via le risque sécheresse, mais une prise en compte plus globale de l'ensemble des risques physiques viendrait sûrement enrichir les résultats et notamment cette étude de soutenabilité. Et je vais regarder s'il y a des questions. Euh, Alors en fait, dans le SPI, si j'ai bien compris votre question, en fait, la question c'est est-ce qu'en fait on prend en compte les excès de précipitation, donc la partie gonflement. Et en fait, dans le SPI, on va prendre en compte les précipitations nettes. Donc en fait, en fait, ça va être un indice qui va prendre en compte justement les précipitations nettes, c'est les précipitations corrigées de l'évapotranspiration. Donc je pense que ça prend en compte justement ces excès de précipitation. Je ne sais pas si ça répond complètement à votre question. Donc, il y a une question qui concerne est-ce qu'en fait on a pris en compte l'évolution du bâti à horizon 2050, et ça justement c'est une des limites du mémoire, mais je pense que la question a été posée en amont, et c'est vrai il y a des politiques qui sont mises en place pour améliorer justement la construction et la prévention sur le bâti, donc ça c'est des choses qui peuvent être intéressantes et venir atténuer en fait à long terme les charges, euh, les charges finales, donc finalement ça peut être une amélioration. Alors, pour ce qui est du revenu médian, en fait, ça a été calculé sur l'ensemble de la population. Effectivement, il n'y a pas eu de distinction entre propriétaires de maisons ou locataires. J'imagine que c'est ça la question sous-jacente. Mais en fait, c'est des données qui sont sur le site de l'INSEE et en fait, on va pas avoir cette distinction sur propriétaire ou pas. Alors, pour ce qui est de la modélisation, oui, c'est une modélisation qui se fait directement sur la charge sinistre et ça va être des charges annuelles par département. En fait, c'est un choix qui a été fait de partir sur cette maille. Alors, j'ai une question sur les limites, donc sur les potentielles pistes d'amélioration. Alors, c'est vrai que là, ce mémoire, il a été effectué donc, il y a plus d'un an. Enfin, les travaux ont commencé il y a plus d'un an. Et en fait, je pense qu'on pourrait améliorer. Je sais que Météo France a mis à disposition de nouvelles données à une maille plus fine. Donc, j'imagine que ça pourrait permettre d'améliorer la précision du modèle.
donc avoir des données climatiques, parce que là, dans le mémoire, j'ai eu recours à un lissage pour recouvrir l'ensemble du territoire, mais on aurait aimé, on aurait aimé s'en passer, et du coup passer par une maille plus fine, et notamment la nouvelle donnée de Météo France permettent de faire ça. Il y a également le fait d'intégrer l'évolution des critères, donc ça je l'ai évoqué déjà. C'est vrai que on a une modification des critères qui va intervenir, donc, enfin qui est intervenue, et ça justement ça pourrait être intéressant de voir comment le modèle réagit. Donc intégrer un aspect réglementaire dans le modèle. Donc ça c'était les principales pistes et limites du mémoire. Et c'est vrai que notamment pour apprécier en fait l'évolution de la charge et du coup l'évolution de la prime, je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir une approche multipéril, parce que là c'est vrai qu'on a considéré que uniquement l'évolution de risque sécheresse, mais ça pourrait être intéressant de voir en fait comment évoluent aussi les autres périls à horizon 2050. Donc ça c'est des pistes d'amélioration. Ouais, donc effectivement, il y a un biais qui est introduit entre. Alors, j'ai une question concernant le changement de réglementation. Et c'est vrai que un des biais aussi, c'est que le modèle a été entraîné avec une certaine réglementation. Et du coup, bah, il y a un biais inhérent à ça, c'est qu'en fait, on va avoir des sinistres qui vont être pris en charge dans l'entraînement du modèle et en fait, qui peut-être ne sont plus d'actualité avec la nouvelle réglementation. Donc ça, effectivement, c'est un biais. Du coup, il aurait fallu en fait reconstruire une sorte de perte ASIF en mettant à jour la réglementation, mais ça devenait un peu compliqué à réaliser sur le temps du mémoire. Mais c'est effectivement une remarque assez juste, c'est que dans les données d'entraînement, on va avoir une réglementation qui fluctue et du coup l'introduction d'un biais. Mais globalement, je pense ce qu'on s'était dit, c'est qu'on allait quand même capter les tendances de sinistralité malgré un bruit introduit par une différenciation de la réglementation. On me demande comment j'ai fait évoluer la richesse. Donc en fait, je me suis basé donc sur l'évolution historique des revenus par département. Et du coup, j'ai appliqué cette projection avec un taux constant. Donc ça peut être aussi une des limites de l'étude, c'est que vu qu'on est quand même sur un horizon de projection qui est assez lointain, en fait, bah, toutes les hypothèses d'évolution de revenus ou d'évolution même de la valeur des coûts, la valeur des biens assurés, en fait, a un impact, et c'est comme on l'a vu dans les résultats sur le waterfall. En fait, selon l'hypothèse que l'on met sur l'évolution des biens et sur l'évolution du revenu, en fait, ça va avoir des effets assez importants sur l'analyse de soutenabilité. Donc, c'est vrai que on va avoir quelque chose de plus fin sur l'évolution de la richesse par département. On me demande si j'ai travaillé sur plusieurs modèles de projection climatique. Alors là, malheureusement, non, ça a été juste un modèle qui a été retenu pour les projections. C'est vrai que ça pourrait permettre de rendre les projections plus robustes si on avait plusieurs modèles climatiques. Là, c'était plus pour une question à la fois de données, de temps pour la réalisation du mémoire. En fait, j'ai décidé de prendre juste une trajectoire, mais c'est vrai qu'on pourrait avoir une approche multimodèle et du coup avoir un range de plusieurs projections et du coup avoir une incertitude sur les projections. Du coup, on me demande si j'ai modélisé l'impact des moyens de prévention. Donc ça, justement, non, c'est une des limites du mémoire, c'est qu'il n'y a pas eu de plan, enfin, dans le modèle, il n'y a pas d'intégration de plan de prévention ou même de changement de l'urbanisation. Je sais qu'il y a des études qui ont été faites en fonction justement de si on a des zones qui vont être plus ou moins rurales, urbaines. Donc ça peut être un axe d'amélioration, effectivement. Vu qu'on sait que ça touche principalement les maisons et qu'on a peut-être un changement de structure dans les villes, je sais que ça peut avoir un impact, mais j'ai pas eu le temps de faire cet impact. Alors, la taille du portefeuille MRH, je suis pas sûr de comprendre, enfin, je sais pas ce que vous entendez par taille, mais nous, en fait, ce qu'on s'est intéressé, c'est d'avoir un portefeuille MRH. Donc, on s'est assuré que le portefeuille était représentatif du marché français, donc c'est un portefeuille réel et qui va couvrir l'ensemble du territoire. Donc, il y a à la fois l'aspect euh, comment il est dispersé sur le territoire, et aussi au niveau des montants, est-ce qu'il touche en proportion, enfin dans les mêmes proportions, en fait, en suivant la sinistralité globale observée sur le marché. Donc, c'est comme ça qu'on s'est assuré de la pertinence, enfin en tout cas que la représentation de ce portefeuille peut être généralisée en fait. En fait, quand je parle d'évolution de la réglementation, alors, il y a une question qui m'est posée sur comment l'évolution de la réglementation peut impacter le résultat.
En fait, en fait, c'est aussi lié à la maille qui a été utilisée. Donc là, la maille est départementale, mais si on passe à une maille qui est communale, on va pouvoir justement donc la validité, enfin la prise en charge d'un sinistre sécheresse, elle dépend de l'acceptation d'un arrêté CatNat. Et pour que l'arrêté CatNat soit enfin, déclaré éligible, il faut un certain niveau de quantile basé sur l'indice SWI. Et donc, les arrêtés CatNat sont à l'échelle communale. Donc, en fait, si on a une modification des critères, on va pouvoir appliquer des sensibilités à l'échelle communale sur justement ce niveau de quantile pour l'acceptation ou pas d'une commune qui est éligible à un arrêté CatNat sécheresse. Et en fait, c'est là-dessus où, en fait, en fonction du niveau de quantité qui est fixé par réglementation, on va avoir un impact direct sur l'éligibilité ou non de la commune et donc sur la prise en charge du sinistre. Et forcément, ça a des coûts directs pour les assureurs et pour la CCR. Alors, il y a une question concernant la suppression des départements limitrophes pour minimiser le biais entre traîne et test. Une fois ces départements exclus, comment devrions-nous le prendre en compte? Je suis pas sûr de comprendre la question, mais en fait, l'idée de cette validation, c'était juste pour s'assurer qu'en fait, il n'y avait pas que le modèle était capable de répliquer des résultats, peu importe, même s'il n'était pas entraîné avec des données départements proches, ou en tout cas de structures de météo proches. Donc, c'était l'idée derrière ça, c'était de venir vraiment essayer de voir si le modèle est capable de généraliser, même s'il n'est pas entraîné sur des régions météorologiques qui sont similaires, en fait. Donc, c'était l'idée derrière cette approche. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Alors, il y a une question sur est-ce que j'ai pu travailler sur l'estimation, enfin sur la distribution de pertes et l'estimation des moyennes annuelles euh, par période de retour pour un montant de pertes donné. Alors ça, du coup, ça a plutôt été l'inverse en fait qui a été fait, c'est que du coup, on a appliqué du coup les charges sinistres, on a projeté les charges sinistres et en fait, en fonction du montant qui était affiché, on regardait sur l'historique à quelle période de retour ça correspondait. Mais on n'a pas forcément une distribution de pertes, sachant qu'en fait, on n'a qu'une trajectoire de forçage radiatif. Donc, du coup, on a une perte pour un scénario. Donc, en fait, on n'a pas de distribution, on n'a pas quelque chose de stochastique à horizon 2050. Donc, en fait, je ne pouvais pas, par exemple, travailler sur le quantile d'une perte à horizon 2050, sachant que j'avais qu'un point. Donc, en fait, ce qui a été fait, c'est plutôt une sorte de période de retour basée sur l'historique. Je ne sais pas si ça répond à la question. Euh, alors, une estimation pour la sécheresse 2024. Alors j'avoue que j'ai pas, ça fait un petit moment que j'ai pas fait tourner le modèle, mais je savais que en tout cas pour les résultats de 2022, c'était cohérent avec l'année un peu exceptionnelle. Je sais plus, j'ai plus les ordres de grandeur des erreurs, mais grosso modo, ça a respecté en tout cas les tendances euh, pour 2022 et pour 2024, je j'ai pas la en tête. Justement, 2022 était vraiment une année qu'on voulait regarder parce que justement, il y avait cet événement vraiment extrême et on voulait vraiment comparer le modèle. Justement, toute l'optimisation du modèle était sur la capacité à détecter des événements extrêmes et du coup, être capable de détecter une année extrême comme 2022. Et justement, on avait regardé la pertinence du modèle sur cette année-là. Alors pour les données d'exposition, alors il y a également, alors on me demande comment elles ont été, parce que c'est vrai que en fait, les données d'exposition parfois elles sont regroupées par catégorie, donc faible, moyen ou fort pour le risque RGA. Là, ce qui a été utilisé, c'est également en fait la proportion. Je sais qu'il y a une table qui est, je crois, par le BRGM, qui donne en fait par commune et par département le nombre de communes, enfin le nombre, pardon, de logements qui sont dans des catégories un, 2 ou 3. Donc en fait, oui, ça répond un peu à votre question. Donc c'est bien des classes de risque RGA. Donc il y a trois classes, faible, moyen et fort. Mais on va surtout s'intéresser au nombre de logements qui se situent dans des zones argileuses, faible, moyen ou fort. Donc c'est un peu un mélange de ce que vous venez de dire et on a intégré également le nombre de logements.
et je crois que c'est disponible par département également. Donc voilà. Et je crois que si c'était par commune, je pense qu'on a dû juste agréger à la maille départementale. Il y a une question sur les données climatiques de projection, approche à climat constant ou climat évolutif. Alors, je ne sais pas si ça va répondre à votre question, mais je pense que du coup, dans les scénarios en fait, on a pris bon, ce qu'il y a sous-jacent aux indices de sécheresse, ça va être les données de température, les données de précipitation et l'indice SWI. Et eux vont suivre une trajectoire du GIEC, donc RCP 4.5, qui, pour le coup, lui, est à climat évolutif. Donc, en fait, ce qui va, pour capter l'effet de l'évolution du climat, en fait, ça va être justement l'évolution des valeurs des variables climatiques brutes, à savoir enfin, données de température, précipitation, SWI. Bon, je crois que j'ai fait le tour des questions. Désolé pour ceux que j'ai oubliés, mais je trouve que c'est trop haut dans l'historique. Bon, je vous remercie et je vous souhaite une agréable journée.